c'est on est capable de relever ces indicateurs et d'avoir des actions d'amélioration continue. Je fais à la très grosse maille, mais ça correspond à ça. Donc, vous avez 3 niveaux. Le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au 1er mai 2025, tout le monde doit avoir un niveau. Beaucoup vont viser le niveau 1. Ensuite, vous avez 2 ans pour atteindre le niveau 2. Puis 3 ans pour atteindre le niveau 3. Ce qui peut emmener tout le monde en 2030 pour obtenir le niveau 3. C'est sans doute alors, la volonté des partenaires sociaux et de l'État. On pourrait dire que c'est bienveillant, ça nous laisse du temps. On a suffisamment à faire et de contraintes comme cela, mais en même temps, c'est dangereux pour nous. Parce que je vous rappelle que l'accord des partenaires sociaux, c'est 2020, la loi, c'est 2021, et on serait certifié en 2030. On pense qu'il y aura une autre réforme de la santé au travail avant si on joue à ce délai. Donc, on a invité très fortement les services à viser d'emblée le niveau 3. Pas pour le 1er mai 2025, mais au moins qu'ils se planifient pour atteindre le niveau 3 dès maintenant. Et puis de regarder dans ce planning, alors là, c'est plus moi qui ai la main. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas qui actionne le diaporama, mais ce n'est pas moi. Ben, moi non plus. Mince. Monsieur Ormière, vous n'actionnez pas le diaporama? Puis-je vous demander? Vous êtes normalement le seul à avoir la main au même titre. Je ne touche rien en ce moment. Excusez-moi, monsieur. Continuez bien. Merci, monsieur Ormière. Anne-Sophie, Anne-Sophie, Allez. monsieur Non, Brillant. pareil, je touche à rien. D'accord. Bah, écoutez, on a un intrus. Un visiteur. On a un Alors, visiteur. j'insiste sur ce fait-là. On a invité les services à se planifier pour atteindre le niveau 3. Et puis de regarder où ils en sont le 1er mai 2025, et beaucoup disent ben, on en sera au niveau 1. Très bien. Pourquoi se planifier tout de suite pour le niveau 3? Parce que c'est vraiment de la gestion de projet. Il y a des sujets, notamment liés au système d'information, qui peuvent être longs. Je m'explique. Je vous ai dit que le niveau 2, ça supposait de mettre en place tous les indicateurs qui vont être demandés. Si votre version de logiciel ou votre version de logiciel ne permet pas de produire ces indicateurs, il va falloir changer de version de logiciel. Et on a identifié un certain nombre de versions de logiciels qui ne permettent pas de répondre à la certification. Donc, changer de version de logiciel, ça demande de choisir un éditeur ou une version de logiciel. On n'est pas forcément obligé de changer d'éditeur, hein, mais certains éditeurs ont plusieurs versions. Et certaines pourraient correspondre, d'autres pas. Donc, ça demande de faire évoluer le système d'information. Et ça, ce sont des mois, voire une petite année pour mettre ça en place. Ensuite, si vous voulez atteindre le niveau 3, je vous ai dit, il faut relever les compteurs. C'est-à-dire, il faut 1 an de fonctionnement. Donc, il faut faire du rétro-planning et de se dire, si je dois changer de version de logiciel, à quel moment je vais en disposer, à quel moment je vais pouvoir commencer à alimenter ces indicateurs. Et il me faut 1 an encore derrière pour pouvoir les relever, mesurer les écarts et avoir des actions d'amélioration continue. Donc, on a attiré très fortement l'attention des services sur ces délais incompressibles qui doivent permettre d'éviter d'arriver en 2030 au poteau et bien de le mettre plus tôt. Et on a suggéré un 2027, ce qui laisse quand même depuis le 1er mai 2023 4 ans, hein, plus de 4 ans pour y parvenir, depuis qu'on sait qu'on a ce référentiel et l'aspect 22-17. Voilà, c'est pour vous dire l'intention. Après, réglementairement, on peut tirer jusqu'à 2030. Donc, des services vont faire niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'autres vont aller directement au niveau 2 dès mai 2025, pardon, et ensuite enchaîner au niveau 3. Et puis d'autres prétendent, on en a très peu, mais certains nous ont dit qu'ils viseraient le niveau 3 d'emblée. Alors, ce qui veut dire qu'ils ont un système d'information qui doit être très bien calé, et ils ont repéré les indicateurs très tôt. On a une petite inquiétude légitime, c'est que le COFRAC, qui est l'instance qui doit accréditer
les cabinets d'audit. Il y aura sans doute AFNOR, il y en a un deuxième qui s'est positionné, n'a pas encore rendu ses accréditations. Donc, techniquement, si vous vouliez passer un niveau 1 aujourd'hui, ce ne serait pas possible, parce qu'il n'y a pas d'auditeur accrédité. C'est en bonne voie, mais c'est toujours pas fait. Et puis, il est très probable que beaucoup de services vont demander une évaluation au printemps 2025. 170 services qui se mettent en ligne sur 2 mois, il faut que le cabinet d'audit, fût-il AFNOR, soit doté de nombreux auditeurs formés, qui ont une lecture partagée des critères de l'ASPEC 2217, qui n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, c'est pour vous dire un peu le contexte quand même, on va dire de version 1 de cette évaluation, mais qui est très importante parce que derrière cette certification, on le rappelle, il y a à la fois montrer qu'on maîtrise notre organisation, et ça vaut y compris pour les aspects de continuité d'activité. On a vu des services, je vous ai dit, mis en difficulté pour des problèmes d'attaque informatique, mais d'autres aussi par changement de logiciel, qui ont été en difficulté de poursuivre tout simplement leur activité. Donc il y a des choses, il faut qu'il y ait des éléments qui sécurisent le fonctionnement, la maîtrise de l'organisation. Ça, c'est un premier aspect de la certification. Le deuxième aspect, voulu très fort par les partenaires sociaux, c'est de vérifier l'effectivité du service rendu aux entreprises et aux salariés. Et ça, c'est un challenge. Alors, ce n'est pas 100% sur tout, ce n'est pas 100% des petites entreprises, mais si je suis à 75%, j'explique que je suis à 75% et comment j'envisage d'améliorer les 25 qui restent. Je ne vous parle pas encore tout de suite de la faisabilité de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le sujet de l'effectivité du service rendu est quand même assez fondamental dans cette évaluation. Mais c'est aussi une opportunité, imaginons que tout se passe bien, de montrer notre contribution réelle à la santé au travail. En 2018, on a vu le rapport de Madame Lecoq qui ne comprenait pas ou très très peu de données chiffrées, puisque l'État ne consolidait plus les rapports que vous remettiez au DREETS. Et donc, on a lancé une réforme sans données consolidées de l'activité des services. Là, on sera en mesure de montrer la réalité, et quand bien même on ne serait pas à 100%, je peux vous assurer que même à 70% d'effectivité, ce sera déjà très très fort, et je prétends qu'aucun autre organisme, aucun autre système dont vous faites partie et les acteurs, les 17 000 collaborateurs des services de prévention et de santé au travail ne fera mieux, parce que c'est effectivement ambitieux de couvrir 1 500 000 établissements et 17 millions de salariés, et que si on progresse sur tous ces sujets-là, nous valoriserons l'action des services de prévention et de santé au travail. Et puis, il y a l'agrément qui est attaché évidemment à cette certification, la sécurité des données, la portabilité, et il y a au sein de ces critères de la certification des leviers de progrès et d'équité de chance pour les salariés, et de plus grande chance aussi pour les salariés si on améliore notre activité de prévention. Donc, tout ça a été construit par les partenaires sociaux, validé par la voie réglementaire, on le rappelle. Et puis, nous avons proposé, et je finirai là-dessus pour vous dire un peu techniquement comment ça se passe aujourd'hui, un outil d'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition de tous les services de France une grille qui reprend tous les critères du référentiel et qui permet aux services de s'auto-évaluer dans un premier temps pour voir ce qu'il reste à faire. Je rappelle que le principe, c'est d'apporter des éléments de preuve sur chaque critère au moment de l'audit. Voilà, donc, il y a des choses qui vous concerneront peut-être pas directement en tant que médecin relais, peut-être plus les fonctions support, et puis d'autres complètement. Là, j'ai pris quelques exemples là, sur la sécurité des données, le recueil du consentement. Enfin, il y a des choses quand même lourdes à mettre en place qui demandent de la concertation. Et voilà, étape par étape, chaque service pourra renseigner les éléments de preuve qu'il attachera à chaque critère. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la vive nécessité de mutualiser. Soit on le fait tout seul dans son coin, soit on partage la réflexion. Et là, on peut gagner beaucoup de temps.
Donc, ça se met en place dans quand même pas mal de régions où soit un comité ad hoc régional composé de directeurs ou de responsables qualité, ou directement les responsables qualité entre eux activent l'échange et le partage de données. Mais c'est au niveau de direction et de responsables qualité. Donc c'est important là aussi d'irriguer et d'être dans les comités qui ne doivent pas manquer dans vos services pour préparer cette certification et pour trouver les meilleures réponses, les moins lourdes, éviter l'usine à gaz et qui ont du sens pour l'activité. Mais ça va demander de toute évidence beaucoup d'efforts. C'est sans doute le prix de la reconnaissance et puis je vous dis, de l'amélioration de nos pratiques d'une manière générale. Voilà, alors, on peut en parler longuement. Je suis prêt à répondre peut-être à quelques questions. J'imagine, je sais que c'est un sujet très présent dans l'activité des services de prévention et de santé au travail. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller sur ce sujet-là. Merci, je veux bien que tu me rendes comme ça je vois les questions, mais il y en a déjà une qu'on m'a passée de la part de M. Chana. Est-il possible d'avoir une liste des 20-25 indicateurs partagés? Oui, peut-être pas dans la seconde, mais oui, on les partagera. Alors, je vous dis tout de suite, je vous ai dit les grands chapitres, hein, on a repris en fait les préoccupations des partenaires sociaux qui voulaient plus de lisibilité et de numérisation, hein, ça correspond à des objectifs sur le portail. Le point central, c'est quand même sur l'offre socle. Alors, donc, on a ciblé quelques points sur l'offre socle. L'évaluation, l'appréciation des salariés et des employeurs. On a un objectif qui est pas immédiat, on y reviendra tout à l'heure sur la prévention de la désinsertion professionnelle. On pense qu'il serait important que tous les services aient une démarche d'évaluation à 1 an de la situation d'un salarié qui aurait été accompagné en PDP. Si on était en mesure de produire cette donnée-là, ce serait quand même un indicateur très fort de notre contribution. Voilà. Après, il y a des choses sur la FE, sur l'accompagnement ODU, mais je vais essayer de retrouver ça dans la matinée. Ok. J'ai oublié de répondre à une question qui nous avait été posée en début de matinée. C'est oui, le diaporama sera mis à disposition et je vois que certains le veulent dans un délai court. Oui, oui, on va le mettre à disposition dans les jours, peut-être, je ne sais pas quel jour on est, mais enfin, peut-être même avant la fin de la semaine. D'accord? Il n'y a pas d'autres questions, n'est-ce pas, Sébastien, sur la certification? Donc, excusez-moi, je reprends la main. Voilà. C'est là qu'on regrette de ne pas vous avoir en présentiel, parce que je n'imagine pas que ce soit pas un sujet qui traverse votre activité. Et ça aurait été intéressant aussi pour nous d'avoir un petit peu votre retour et vos réactions par rapport à cette préparation. Oui. Excusez-moi. Pas de problème, je n'ai plus la main pour bouger le son, mais j'imagine que vous m'entendez, sinon vous l'auriez signifié. Mais on pourrait revenir sur ces sujets de la certification à d'autres moments si vous n'avez pas d'autres questions. Comme l'a dit, vous l'a dit Martial, bien sûr, en premier, les ressources humaines sont indispensables, mais en 2024, sans système d'information performant, on ne rend pas le service attendu et on n'est pas en situation non plus d'assurer notre mission de traçabilité et non plus de satisfaire aux obligations de reporting. Donc, je vous dis ce qui est fait parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même des prescripteurs et beaucoup de directions de services sont très attentifs à vos avis sur le besoin, sur les insuffisances, sur les améliorations attendues quant au système d'information. Donc, je voulais vous dire comment Présence
accompagne les services et comment les services mutualisent au sein de Présence pour que l'amélioration des systèmes d'information se fasse conjointement. Une des missions, c'est en effet pour Présence, c'est de permettre à chaque service de à la fois choisir et de mettre en œuvre un système d'information qui soit complètement adapté aux enjeux de la dernière réforme et des réformes précédentes, mais avec une adaptation aux différentes réformes successives en termes de fonctionnalité, de sécurité et puis d'interopérabilité. Pour cela, comme vous le savez, Présence, qui est une association de 1901 avec son bureau et son CA, fonctionne avec différentes commissions, dont une commission des systèmes d'information. Vous voyez que toute la France est représentée avec des directeurs des systèmes d'information, un président, le président Poirier, qui est le président du service d'Orléans, qui en même temps est président de cette commission. Voilà. La commission formule un certain nombre de propositions visant à améliorer à la fois la communicabilité et puis l'efficience des services. Pour cela, vous disposez de différents livrables qui sont en accès sur le site de Présence, dans la partie commission système d'information. Il y a un canevas de charte informatique. Nous avions fait faire par un consultant une instruction des différents scénarios de schéma directeur du développement des systèmes d'information qui a donc une réflexion très, très poussée, très aboutie, de manière à ce que les décideurs, les partenaires sociaux puissent disposer de cette instruction des différents scénarios envisageables pour orienter les systèmes d'information vers telle ou telle voie. Plus récemment, nous avons remis à jour le cahier des charges communs des fonctionnalités des logiciels métiers. Nous vous l'avions livré en 2014. Nous l'avons complètement réactualisé avec son cahier des recettes qui vous permet de checker votre solution logicielle, notamment pour savoir s'il est en phase avec les exigences qui sont attendues dans le référentiel, l'aspect de la certification. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ça et ce cahier des recettes et checker parce que notre état des lieux nous fait craindre que certains services soient dans la grande difficulté quand ils vont devoir rendre leur copie pour la certification, pas en niveau 1, mais dans les niveaux suivants, parce que leur système de logiciel ne leur permettra pas de produire les indicateurs attendus. Donc, il faut en prendre conscience le plus rapidement possible pour améliorer la solution logicielle dont vous disposez. De manière générale, cette évolution et ces conseils d'évolution des systèmes de formation, nous le faisons en coordination avec l'Agence du numérique en santé, bien sûr, avec la CNIL. Et ainsi, je viens de vous le dire, vous disposez d'un cahier des charges. Vous disposez aussi des différents thésaurus qui sont un incontournable et qui pour le thésaurus des expositions professionnelles sont déjà repris par l'Agence du numérique en santé et sont déjà à disposition dans un format très agréable sur le serveur multiterminologie de l'Agence du numérique en santé. Vous pouvez ainsi consulter par libellé chaque mot du thésaurus des expositions professionnelles et à terme, il va en être de même de tous les autres thésaurus harmonisés, ce qui met les thésaurus utilisés par les services inter en santé au travail au même niveau que toutes les nomenclatures et thésaurus utilisés par les différents professionnels de santé en France. Je parle de la CIM10, mais aussi des nomenclatures pour le cancer, pour les vaccinations, etc., qui sont à disposition. Donc, vous voyez que c'est quand même
euh, une belle estampille que d'être mise à disposition sur ce site où les éditeurs de logiciels et toute personne le souhaitant peut aller télécharger dès lors qu'il respecte la licence qui est gratuite mais qui demande de ne pas en faire distorsion ni commerce. Vous avez un autre sujet adossé au système d'information qui est un peu récent, c'est d'assurer l'identito-vigilance. Vous savez que maintenant, quand un travailleur vient en consultation, il est obligatoire de vérifier de procéder à l'identito-vigilance et en obtenant auprès du logiciel INSI l'identifiant national de santé de la personne, qui est le seul identifiant auquel vous pouvez adosser des données de santé et auquel vous devez adosser les données de santé. Cet identifiant national de santé suit une personne tout au long de sa vie, pendant ses phases de travail, pendant ses phases d'enfance, pendant ses phases de non-travail, pendant ses phases de retraite, et ainsi, à terme, lui permettra d'avoir, si elle le souhaite, dans son espace numérique, par exemple, toute la compilation des informations de santé le concernant accrochées à cette identité nationale de santé. Au-delà de cette identité nationale de santé, il y a tout un petit processus à mettre en œuvre pour lequel nous avons averti et informé vos directeurs et présidents, parce qu'il faut associer la gouvernance à cette mise en route de l'identito-vigilance avec une instance ad hoc qui peut d'ailleurs faire partie de la commission médico-technique. Donc, vous disposez des diaporamas sur ce sujet sur le site de présence. C'est un sujet que je vous invite à explorer. Vous êtes tout à fait concernés, même si nous avons fait en sorte que les services puissent avoir un certificat qui leur permet de ne pas vous confier cette phase d'identito-vigilance en tant que professionnel de santé assez rare, mais que vous puissiez, comme il est fait à l'hôpital, le confier à d'autres auxiliaires de santé ou autres paramédicaux ou autres personnes support dûment habilitées par le certificat obtenu récemment. Il est un autre sujet qui est la protection des données. Et là, vous disposez, nous avons relayé le guide pratique de la CNIL pour les services de santé au travail. Il est copieux, peut-être même indigeste. Toujours est-il qu'il est indigeste que si on le lit comme on a envie de lire un roman, mais ce n'est pas le sujet. En fait, c'est un document de référence quand vous vous posez une question. Et il faut l'avoir faut l'avoir consulté une première fois pour y retourner. Mais c'est un indispensable. Et puis, sur la sécurité, nous allons y venir puisque nous avons des travaux en cours pour vous aider à vous approprier la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Ainsi, les travaux qui sont en cours avec des livrables pour certains qui vont tomber après la commission des systèmes d'information de juillet, nous allons vous diffuser une information sur le contenu d'un référentiel qui existe et que des membres de la commission de système d'information ont longuement travaillé. Ce sont des documents à la fois techniques et juridiques pour vous mettre à disposition un PowerPoint afin de comprendre quels sont les documents de santé qui ont force probante et comment vous pouvez appliquer cela dans vos services de santé au travail. Excusez-moi. Comme je vous l'ai dit, nous avons déjà accompagné les services par le biais des réunions qui se tiennent tous les 2 mois en direction de vos présidents et vos directeurs sur toute la procédure à mettre en œuvre pour qu'un service
déclenche tous les moyens et les instances pour l'identitovigilance. Nous allons en complément vous faire une procédure très concrète de mise en œuvre de l'INS et de l'identitovigilance. Nous y avons déjà travaillé, et ceci notamment par la mise en commun d'initiatives de certains services que nous avons modifiés, amendés de façon collective. Un autre sujet très, très, très important, et là, je vous invite, ça fait des années que je vous en parle, mais là, maintenant, c'est le sujet qui doit être bouclé avant la fin de l'année. En gros, vous allez disposer d'un diaporama illustré des cas d'usage d'utilisation des messageries sécurisées, mais vous ne pouvez plus ne pas disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Vous ne pouvez plus. C'est une obligation qui est faite depuis des années. Beaucoup de professionnels de santé tardaient à s'y mettre. Maintenant, beaucoup d'autres spécialités que la nôtre y sont. C'est une obligation d'utiliser des messageries sécurisées pour faire transiter des données de santé entre professionnels de santé et maintenant aussi pour faire transiter entre professionnels de santé et l'espace du citoyen qui est l'espace du citoyen, l'espace de santé du citoyen qui s'appelle Mon espace santé. Et pour cela, je vous invite à aussi mettre à l'ordre du jour cet équipement. Il n'est pas très compliqué. Des régions entières se sont coordonnées pour choisir des solutions. Les éditeurs de logiciels font en sorte pour certains de vous faciliter la vie et que ainsi votre messagerie sécurisée arrive directement dans votre logiciel, que vous n'ayez pas à rompre finalement la sécurité en ayant une messagerie sécurisée et puis je télécharge les documents qui sont sur mon ordinateur plus du tout sécurisés et je les mets dans mon dossier médical santé-travail qui lui est sécurisé. Donc, rapprochez-vous de vos éditeurs de logiciels, rapprochez-vous de nous si vous le voulez. Vous avez déjà du matériel à disposition, mais n'hésitez pas, vous aurez sur la dernière dia mon adresse mail à nous poser des questions si vous souhaitez être éclairé. Mais faites de ceci une priorité 2024. C'est pas compliqué et donc il faut que vous y passiez. Et vous verrez que pour la déclinaison de l'interopérabilité à court terme, pour des flux d'informations comme par exemple avec l'assurance maladie, nous allons obligatoirement passer par les messageries sécurisées. Et il ne faut pas que nous soyons empêchés de faire au prétexte que tout le monde serait équipé et que nous soyons un petit peu les derniers. Ce serait franchement malvenu. Nous allons aussi référencer les outils d'audit de sécurité et vous proposer un support de remédiation. Donc, au sein de la commission système d'information, il y a plusieurs groupes de travail qui sont emparés de ces différents sujets et certains vont être en situation d'être validés et nous allons vous les mettre à disposition en juillet. Et puis, un groupe rédige une synthèse de cette fameuse politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Nous allons aussi, et ça, ce sera plus sur l'automne, vous faire un webinaire de présentation et de vulgarisation de cette thématique. C'est la politique qui s'applique bien au-delà des services de santé au travail, et bien au-delà de la santé au travail, mais à toute la santé en général, et dont nous ne pouvons pas faire, comment on dit, faire fi. Et surtout, il ne faut pas réinventer quelque chose alors que nous disposons de quelque chose complètement abouti, très qualitatif, fait par l'Agence du numérique en santé et nos tutelles. Alors, je ne sais pas si à ce stade-là, il y a une question, Sébastien? Non, il y a une question, mais c'est sur les indicateurs, donc on peut peut-être y revenir. Pour Martial, d'accord. Enfin, présentation. Alors, qu'est-ce que l'interopérabilité? Martial vous a dit ce qu'il en était. L'interopérabilité, c'est pas, comme certains l'ont cru à un moment,
je me mets en situation de pouvoir envoyer toutes mes données dans une base nationale. C'est pas ça. Ça, c'est une des possibilités d'interopérabilité, mais il y en a mille autres. D'accord? L'interopérabilité, elle est requise pour beaucoup de situations. Elle est requise parce qu'il faut que les professionnels de santé, les non-professionnels de santé alimentent, créent, ouvrent et alimentent le dossier d'entreprise et le dossier médical en santé au travail, lui-même identifié par l'INS. Vous savez que tout ce qui est fait en action en milieu de travail doit alimenter le dossier médical en santé au travail et que si les IPRP et autres non professionnels de santé ne sont pas autorisés à consulter l'entièreté du dossier médical en santé au travail, par contre, ils ont obligation que leur aide à l'évaluation de risque, leur étude de poste, leur métrologie alimente le dossier médical en santé au travail. D'accord? Donc, il n'est plus envisageable qu'il y ait d'autres logiciels qui ne soient pas interopérables avec le dossier d'entreprise et le dossier médical en santé au travail. Il est aussi besoin que les dossiers médicaux en santé au travail soient interopérables à terme, puisque avec les tutelles, probablement, même si on fonctionne différemment à court terme, puisque la Direction générale du travail produit une enquête annuelle, complète, obligatoire sur les services de santé au travail. La première a porté sur les chiffres 2022 et est parue à l'automne. Et donc, il va être à terme, on va probablement nous demander que le flux ne passe pas par quelques enquêtes à côté ou quelques autres tableurs Excel, mais par un flux passant d'un logiciel à un autre. Vous savez qu'il y a des portails employeurs et que les portails employeurs permettent que l'employeur vous donne un certain nombre d'informations qui eux-mêmes vont se poser aux bons endroits dans le dossier d'entreprise et dans le dossier de chaque salarié. Et pour cela, il faut que les portails ne soient pas déconnectés et qu'il y ait une bonne interopérabilité. Parfois, ils sont partie intégrante du dossier d'entreprise et du dossier médical ensemble et des dossiers médicaux en travail, mais pas toujours. Et il ne faut pas que ce soit une espèce de scorie, de verrue à côté. Il faut que ce soit complètement soit intégré, soit interopérable. L'autre solution, c'est qu'il est prévu que le salarié puisse avoir accès à ces données le concernant, éventuellement par un portail salarié, même si ce n'est pas obligatoire. Et puis, vous interrogez le logiciel qui est hébergé par la CNAM, qui est le logiciel INSEE, qui vous fournit l'INS pour chaque travailleur et que vous ou vos collègues peuvent interroger. Et pour cela, il faut être en situation d'être de plus en plus fluide entre vos solutions logicielles et les leurs. Pardon. Il y a des textes qui ne sont pas encore parus, mais qui vont demander justement un système qui permette de communiquer entre la CNAM et les CEPAM. Et on ne sait pas encore si c'est un logiciel ad hoc, une plateforme, etc. On ne sait pas. Ces décrets ces textes sont en préparation, mais il est prévu que l'assurance maladie nous informe des arrêts de travail des personnes qu'elle aura identifiées comme à forte probabilité des insertions professionnelles pour que nous envoyions nous-mêmes un certain nombre d'informations pour faire en sorte que cette personne soit la mieux prise en charge possible. Et donc, vous voyez qu'il y a un flux dans les deux sens. À court terme, on peut imaginer, et c'est notamment pour ça que j'insistais sur le besoin de vous munir d'une messagerie sécurisée de santé. À court terme, on peut imaginer qu'avant que tout soit parfait sur ce flux, mais avec des textes qui, dès qu'ils vont paraître, vont être applicables dans les mois qui vont suivre, nécessite que vous utilisiez la messagerie sécurisée de santé. Donc, encore une fois, vous voyez, s'il y a un des exemples, hein, parce qu'il y en a d'autres,
par exemple, le flux avec le salarié, ça peut aussi passer pour l'instant en attendant l'interopérabilité par la messagerie sécurisée de santé. Donc, voilà. Les médecins conseils, il en est de même. Il est besoin absolument que le dossier tout le dossier d'un DMST puisse passer d'un service à un autre. Vous savez que maintenant, actuellement, c'est des PDF. Dans le meilleur des cas, ils passent par la messagerie sécurisée, mais parfois pas. Parfois, c'est du papier. À terme, il faut que les logiciels puissent communiquer entre eux et que les informations partent dans le bon langage, dans la cellule X18 du premier logiciel pour arriver dans le bon langage, dans la cellule Z38 dans le deuxième logiciel. Excusez-moi, la voix veut me lâcher. Quelque chose qui ne va pas être des premières interopérabilités, mais il est demandé que nous discutions, nous échangions avec les médecins praticiens correspondants. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas tout de suite, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de médecins praticiens correspondants. Je ne crois même pas qu'il soit envisagé qu'il y en ait énormément. Donc, on n'en est pas à cette solution, mais j'ai été quasi exhaustive sur ce schéma où je vous mets toutes les situations nécessitant un flux d'informations le plus qualitatif possible et le plus sécure possible entre nous et, j'allais dire, l'extérieur. Il est obligatoire de participer pardon, à la veille sanitaire et aux enquêtes MCP, vous savez, pour vous faire gagner du temps, plutôt que de vous demander de ressaisir dans d'autres logiciels, il serait, et on a insisté pour que ça évolue dans ce sens, qu'il y ait des exports de données via des flux complètement sécurisés par une interopérabilité entre un logiciel qui serait hébergé à Santé publique France et les dossiers médicaux en santé au travail. De la même façon, pour les enquêtes Sumer et Everest, je vais rien vous apprendre pour cela. Et puis, il est aussi dit que à terme, il y a un volet du dossier médical en santé au travail qui doivent alimenter le DMP. Alors, c'est pareil, ce n'est pas le premier que nous allons mettre en œuvre parce que nous savons du côté DMP que pour être simple, c'est un peu un millefeuille de PDF. Toutefois, cet exemple est souvent pris en exemple, évidemment, par les autres professionnels de santé, mais aussi nos tutelles, notamment du côté ministère de la Santé et agences dont la tutelle est le ministère de la Santé, parce que ça les touche d'entendre parler du DMP. D'accord? Petite parenthèse, il est aussi prévu que tout ceci puisse alimenter l'espace numérique en santé de chaque individu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit structure médico-sociale, je pensais là, je vais corriger le terme, c'est nous devons avoir des échanges avec les CPTS, d'accord? Donc, un jour, il va nous être, elles sont en train de se constituer, elles sont énormément constituées en l'espace de 2 ans, là. Donc, on va à terme nous demander et attendre de nous de faciliter le parcours de soins. Parcours de soins que nous tentons de faciliter déjà avec les autres professionnels de santé, mais là, pour l'instant, c'est via la messagerie sécurisée de santé. Et puis, il y a 1000 applications informatiques pour lesquelles nous devons être interopérables. Il y a des applications qualité dont on a entendu parler, comme Ageval, des messageries sécurisées ou des intermédiaires de messageries sécurisées que certaines régions adoptent, comme Enovacom. Voilà. Oh, pardon, je vais dans le mauvais sens. Et puis, il est prévu
par les textes que les données du DMST alimentent le système national de données de santé. C'est-à-dire ce système qui est pour l'instant nourri de tous les actes de remboursement des soins et de codification des actes par les libéraux et les hospitaliers. Jusqu'à maintenant, nous n'étions pas dans les assujettis à ce SNDS. Et voilà. Mais pour autant, ce titre est apparu et c'est pareil, on ne va pas l'alimenter tout de suite parce que ça va demander beaucoup de temps de briser la sécurité extrêmement importante du SNDS, mais c'est prévu dans le but que ces données du dossier médical en santé au travail participent par l'intermédiaire du système national de données de santé à la plateforme qui s'appelle Health Data Hub, plateforme sur laquelle peuvent se connecter avec toutes les autorisations nécessaires tous les chercheurs. Et donc, vous imaginez comme ça peut faire rêver tout le monde de disposer des données santé au travail. Donc, vous voyez beaucoup de cas d'interopérabilité pour lesquels il est nécessaire que vous disposiez de l'INS pour chaque travailleur, des thésaurus harmonisés parce que sinon, c'est d'emblée impossible, des logiciels qui ne sont pas empêcheurs d'interroger l'INSEE pour avoir l'INS, de logiciels qui ne sont pas empêcheurs ou déformateurs des thésaurus, comme on le sait, il existe, et puis d'une volonté de tracer et de se mettre en situation de satisfaire à cette obligation d'interopérabilité qui est un des feuillets d'ailleurs de la certification, puisqu'il est prévu que nous respections les référentiels d'interopérabilité mis à disposition par l'Agence du numérique en santé. Je reviens sur la messagerie sécurisée. Il y a 3 types de boîtes aux lettres. La boîte nominative, c'est la boîte de Corinne Leteux, du docteur Corinne Leteux. Bon, ça, c'est celle que vous devez absolument avoir. Hein, elle est associée à votre numéro RPPS. Dans les services, vous pouvez avoir aussi des boîtes dites organisationnelles. Par exemple, dans une clinique, j'ai la boîte des cardiologues ou du CHUPO, par exemple, parce que ça permet que quand la troponine ou n'importe quel examen arrive, le cardiologue la voit et que ça ne tombe pas dans la boîte du gars qui est parti 3 jours à Deauville. Donc, nous, on pourrait imaginer qu'on ait la boîte des médecins toxicologues du service, par exemple, ou la boîte des médecins de la cellule PDP. Enfin, je ne sais pas, vous pourriez faire des groupements. Et puis, il y a des boîtes, là, c'est des boîtes dont on a moins le sujet, c'est les boîtes permettant un envoi automatisé. Et ça, c'est surtout pour les labos qui envoient des comptes rendus de biologie, par exemple. Un autre sujet dont je veux vous parler, c'est c'est tout à fait un autre sujet, mais qui requiert d'être bien équipé en termes de système d'information. C'est l'indice de risque de désinsertion professionnelle. Pourquoi? Parce que vous savez que le terme prévention de la désinsertion professionnelle est apparu comme étant une nouveauté. Or, vous faisiez ça depuis toujours. Mais cependant, nos interlocuteurs considèrent que quand ils parlent de désinsertion professionnelle, ils ont leur score de désinsertion professionnelle, mais souvent, ils parlent des personnes à extrêmement forte probabilité de désinsertion professionnelle et ils pensent que la prévention, c'est que la prévention tertiaire, alors que nous faisons prévention primaire, secondaire et tertiaire de la désinsertion professionnelle, et qu'il était intéressant que pour que nous puissions identifier ce que nous faisions et restituer à l'extérieur, nous disposions d'un indice de risque de désinsertion professionnelle que nous partagerions nationalement, parce que sinon, il n'y a aucun transfert possible, aucune comparaison possible.
Pour cela, nous faisons accompagner par l'université et les chercheurs et nous avons décidé d'un indice de risque de désinsertion professionnelle après avoir constitué un groupe avec des personnes de vos différents services et notamment des endroits où la notion d'indice de risque de désinsertion professionnelle avait été investie avec un état des lieux qui nous permettait de savoir qu'aucun des risques, des scores établis ça ou là dans vos services au niveau régional ne respectait les 3 pans requis par la RECO HAS, c'est-à-dire d'explorer à la fois l'état de santé de la personne, ses conditions de travail, mais aussi son contexte social. Donc, il fallait remédier à ça, explorer les 3 pans. De plus, aucun des questionnaires n'était validé. Donc, j'aurais pu commencer par là. Aucun n'était validé, mais en plus, il ne respectait les 3. Aucun ne respectait les 3 pans, ce qui va de pair. Donc, nous avons mis à disposition cet indice qui vous permettra peut-être des approches populationnelles. Ça ne vous empêche pas de continuer à utiliser, bien sûr, parce que vous faites bien ce que vous voulez, mais parce que aussi c'est précieux, ce que moi j'appelle des évaluations analogiques de risque de désinsertion professionnelle que vous savez faire en consultation, mais là, vous auriez une objectivation et pour pas créer de travail supplémentaire, nous avons voulu que cette objectivation se fasse à partir d'une automatisation d'un calcul à partir des données déjà existantes dans les bases de données en thésaurus harmonisés, donc pas de saisie complémentaire. Mais là, par contre, il faut que vous ayez les thésaurus harmonisés parce que sinon, vous allez pas appeler la même chose dans la ville que dans le village d'à côté. Mais nous avons fait en sorte que ce soit tout à fait adapté aux moyens temporels et adapté à vos logiciels. Pour cela, nous partons vers, nous avons établi les libellés constitutifs, nous avons fait des tests d'extractabilité pour être sûr que les libellés constitutifs étaient dans vos différentes solutions logicielles et nous allons fabriquer l'algorithme de calcul à partir de ces libellés. Nous sommes en situation, et je pense que c'est la dia suivante, à partir d'une étude monocentrique, dans un premier temps, vous livrez en fin décembre un premier indice que l'on va vous livrer à vous, mais bien sûr aux éditeurs de logiciels que nous avons tout à fait mis dans la boucle pour que vous en disposiez immédiatement vous puissiez calculer l'IRDP sur vos bases, tout en sachant que nous lançons une étude multicentrique avec 2 prérequis. Il faut que la Simons soit incorporée dans vos logiciels parce que pour tout ce qui est social et psychologique et psychiatrique, la SIM10 n'est pas qualitative. Or, dans la Simons, nous avons plusieurs libellés qui sont complètement contributifs de cette IRDP. Donc, vraiment, messagerie médicale, messagerie de santé sécurisée 2024, Simons 2024. Je vous bouscule, je sais bien. De toute façon, si ce n'est pas 2024, on va dire c'est 2025, 2026, 2027. En l'an 3000, on y sera toujours. Donc, comme on ne va pas attendre l'an 3000, moi j'aurais un peu de mal, on va le faire maintenant. Il y a un autre prérequis indispensable pour faire une étude multicentrique. Il faut que vous fassiez attention que les travailleurs qui viennent soient bien informés en salle d'attente que leurs données peuvent être utilisées à des finalités de traitement collectif et notamment statistique. Donc ça, il faut que ce soit quelque chose que vous déclenchiez maintenant, enfin, que vos services déclenchent maintenant. On va vous aider en vous suggérant des modèles pour ceux qui n'en ont pas, en faisant connaître les modèles utilisés par certains services, mais c'est indispensable parce que sinon, nous n'allons pas, pour cette étude multicentrique, permettre de tester parce que la commission éthique n'acceptera pas. D'accord? Et donc, en 2025, on aura un ERDP consolidé qui aura
vérifier que le premier IRDP, en le faisant sur plusieurs centres utilisant différents logiciels, est bien confirmé ou on l'aura peut-être pondéré un tout petit peu. Il fera bien sûr l'objet, dans toutes ces étapes, d'une validation par l'université qui nous accompagne, par les chercheurs et les PUPH d'Angers qui nous accompagnent, et voilà, fera l'objet de publication. Je regarde. Une autre thématique, c'est les groupes thésaurus. Vous savez que c'est grave. Dans vos services, nous vous avons invité à ce qu'il y ait un référent thésaurus par service et puis qu'en région, vous ayez des référents régionaux. Certaines régions n'en ont plus actuellement de référents régionaux qui siègent dans le groupe national. Vous voyez que ce qui est en grisé actuellement n'est pas représenté. C'est assez dommage. Je vous invite à vous investir dans ces régions où il y a eu des personnes, mais il n'y a plus. On sait très bien que c'est dommageable en termes d'actualisation à court terme des connaissances sur les systèmes d'information. Donc, n'hésitez pas à candidater. Vous voyez, chaque année, nous vous mettons à disposition des thésaurus nouveaux, mais ça, c'est la partie menu, c'est pas le plus gros sujet. Les grosses livraisons ont été dans les années 2015-2016, mais par contre, nous actualisons tout le temps les thésaurus, et comme le thésaurus des expositions professionnelles veillait à l'ANSES à bénéficier d'une très grosse actualisation dans la partie chimie, eh bien, nous avons, par voie de conséquence, mis à jour les ordonnances de prévention et les matrices emploi-exposition qui sont en langage thésaurus des expositions professionnelles. Voilà pour ce que j'ai essayé de vous présenter et pour que vous cerniez un peu mieux peut-être ce que fait Présence. Je vous invite à me poser des questions, mais je crois qu'on m'en apporte. Comment? Les premières. Il y a des premières questions. Quelles sont les… Alors, ça je vais prendre cette question pour moi et Martial, je te repasserai la parole après sur quels sont les indicateurs envisagés pour le suivi à 1 an des personnes accompagnées. Ah, dans le cadre de l'IRDP, vous voulez dire, c'est ça, Madame Collignon? Si c'est… Non, C'était bien avant pour la certification, Martial. Hein, d'accord. Alors, je vais répondre à une autre question. Peut-on fournir des documents types pour les médecins administrateurs du logiciel métier? Par exemple, gestion des accès, rappel des obligations de chaque type d'utilisateur. En fait, excusez-moi, hein, c'est pas que vous écrivez mal, vous écrivez très très bien, mais je le lis sur un papier où c'est retranscrit. Et là, ça devient plus difficile. De chaque type d'utilisateur vis-à-vis des données confidentielles. Oui, Fabrice Miquel, tu poses cette question et je vais en parler en commission des systèmes d'information. C'est comment vous accompagnez, vous, administrateur d'un logiciel, sur ce que vous avez à faire au quotidien. C'est vrai que cette demande ne nous était jamais parvenue. Je vais la soumettre en commission. Une autre question, si le flux des arrêts passe par la messagerie et ne s'implémente pas dans le logiciel, qui va intégrer les données et de quelle manière? Alors, à cette question, je vous dis, nous faisons en sorte que ce soit le plus facilitateur, le moins chronophage, le moins compliqué possible. Donc, comptez sur moi pour pas qu'on ne vous fasse pas faire des choses extrêmement compliquées sur ce flux des arrêts. Voilà. De toute façon, on ne va pas recevoir… déjà, il est clair que nous n'allons pas recevoir tous les arrêts de travail, loin de là. Nous allons recevoir que quelques arrêts de travail de personnes pour lesquelles la CNAM, avec son algorithme propre, a identifié qu'il voulait nous mettre en vigilance sur quelques cas. Voilà. Donc, on pense bien à tout ça, mais je n'ai pas les réponses. Mais par contre, nous nous sommes déjà questionnés dans une interface avec les tutelles et la CNAM sur ces sujets thématiques.
comment participer à l'étude de l'IRDP? Alors, il y a un groupe de travail qui s'est constitué avec un appel. En fait, vous savez, je vais revenir en arrière. Martial vous a dit qu'il avait été validé un programme d'orientation et d'action. Pour ce programme d'orientation et d'action, il y a eu plusieurs groupes de travail déclenchés dans le cadre d'une commission qui s'appelle Commission Offre et Innovation, dont un groupe sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, tout ça, ça vit déjà depuis plus d'un an. Et la plupart des travaux ont été rendus, mis à disposition des services sur les différents axes du programme d'orientation et d'action. Le 22 décembre, c'est arrivé auprès de vos directeurs et de vos présidents dans vos services. Je vous invite à leur demander les documents. Et à partir de ce groupe de travail PDP, nous sommes repartis à la demande de la commission sur la création d'un IRDP en associant en complément les personnes les services qui en région s'étaient signalés comme faisant un travail sur spécifiquement, pas la PDP en général, mais le scoring avec quelque chose. Et donc, nous avons, voilà. Donc, actuellement, le groupe ne nécessite pas absolument d'avoir plus de participants, puisque nous passons la main à la première exploitation de données à partir d'un service testeur. Voilà. Toutefois, si je ne réponds pas, toutes les portes sont toujours ouvertes. Mais là, ce n'est pas tant le groupe lui-même qui va produire que la main passée à notre... voilà. Quels sont les SPSTI qui disposent de la CIM 11? Alors, je ne vais pas vous répondre par service de santé au travail qui ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous a été répondu qu'un éditeur l'aurait implémenté à la fin de l'année, parce qu'on a posé la question de la date d'implémentation aux éditeurs de logiciels. Donc, j'ai une réponse écrite qui me dit que ça va arriver avant la fin de l'année. J'ai un autre éditeur qui est dans les starting blocks parce qu'il a comme client l'OMS et qu'il l'a pour se faire implanter dans le logiciel de service autonome de l'OMS déjà depuis pas mal de temps. Donc, il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous lui demandiez. Voilà. Et pour les deux autres gros éditeurs, enfin, gros éditeurs sur le marché, je n'ai pas reçu la date. Je n'ai pas reçu la date encore. Est-il prévu des trames pour l'écriture des procédures de certification? Alors, ça, Martial, je vais te laisser répondre à la fois à Madame Orcet qui demande ça. Est-il prévu des trames pour l'écriture des procédures de certification? Et puis aussi à Madame Collignon, quels sont les indicateurs envisagés pour le suivi à 1 an des personnes accompagnées? Martial, je pense que tu dois pouvoir parler, non? Je vais essayer de retrouver la Non, mais tu caméra. n'as pas besoin de cliquer, tu peux pas, on t'entend là. D'accord. Alors, la Tu veux que je trame pour revienne la sur ton procédure de la... diaporama de certification? Non, mais pas forcément, pas forcément. D'accord, d'accord. La trame de... Je ne sais pas quelle exactement la question. La trame pour le travail sur la certification, c'est ce que j'ai évoqué effectivement sur le document d'auto-évaluation où on a pris tous les critères de la certification et il faut apporter des éléments de preuve sur tous ces aspects-là. Si la question est-ce qu'il existe des procédures types ou c'est justement ce qu'on essaie de mettre en commun. C'est-à-dire quand un service a produit un document et que via le régional, il l'a fait remonter à présence, on le met en partage. Comme ça, la région, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en partage un grand nombre des procédures qu'ils avaient élaborées collectivement. Donc, elles sont à disposition sur cette plateforme. Y ont accès les directions des services et les responsables qualité s'ils ont été désignés. Ah, il y a une micro-coupure.